Je me tiens, bien entendu, donc à votre disposition, comme le veut l'usage, pour les questions éventuelles que vous aurez sur le Conseil ou, bien entendu, pour des questions d'actualité, si vous en avez. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Charles Assabois de Nord-Sud. Alors, vous avez annoncé la ratification d'une loi pour l'amélioration des conditions de travail des personnels domestiques. Donc, j'aimerais savoir ce qui va changer de façon concrète pour ces travailleurs, étant donné qu'il y avait déjà une loi qui encadrait leur activité. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur Assamoah. Il s'agit essentiellement donc d'une ratification de loi. Donc vous savez bien que notre pays est inscrit donc dans le cadre du multilatéralisme, dans le respect de beaucoup de conventions internationales. Donc ici, elle ne vient pas en contradiction avec ce que nous avons déjà fait au niveau national. Donc tous les textes et réformes qui sont pris donc, dans le cadre de renforcer la protection des travailleurs en général au niveau national. Ici, il s'agit d'une convention, la convention 189 donc, de l'Organisation internationale du travail. Et il s'agissait pour nous de nous mettre en conformité avec cette convention que nous avons signée. Donc, c'est essentiellement une mise en conformité avec nos signatures, nos engagements à l'international. Donc, il s'agit d'un décret qui permet de ratifier donc, cette convention sur les travailleuses et les travailleurs qui a été donc adoptée par l'OIT. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Benoît Kadio du site d'information justinfo.net et de l'hebdomadaire L'École. Ma question porte spécialement sur le recrutement des enseignants contractuels qui est seulement basé sur les enseignants du lycée et collège. Est-ce qu'au niveau des écoles primaires, il n'y a pas de besoin? Déjà, je voudrais faire remarquer que nous sommes dans la partie où nous posons des questions sur le Conseil. Ce point n'a pas fait l'objet d'adoption donc, au niveau donc, du Conseil. Non, cet autre, ça n'a pas été évoqué. Vous avez parlé de comment ça va se faire, le recrutement des enseignants, ça n'a pas été évoqué au cours de ce Conseil. Mais ceci étant, je pourrais vous répondre là-dessus tout à l'heure, mais je veux que nous soyons conformes donc, à la procédure que nous nous sommes donnée. J'ai évoqué tous les points qui ont été évoqués donc, dans l'ordre du jour du Conseil. Nous n'avons pas parlé donc, de ce recrutement exceptionnel d'enseignants du secondaire. Bien, s'il n'y a plus de questions sur le Conseil, je vais répondre à M. Benoît Kadio très rapidement avant de prendre d'autres questions. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de besoin dans le primaire. Le recrutement se fait dans le primaire, il continue. Les concours du CAFOP sont là pour faire donc, ces recrutements. Mais il y avait une urgence, notamment au niveau des lycées. Urgence qui consiste à répondre au déficit d'enseignants dans certaines matières de façon spécifique. C'est pour cela que ce recrutement exceptionnel a été lancé pour pouvoir combler très rapidement ce déficit d'enseignants. Notre pays construit énormément de lycées et collèges, avec notamment cette politique donc, de construction de collèges de proximité. Il va sans dire que cela nécessite également donc, le recrutement de certains enseignants. Et on s'est rendu compte que déjà dans certaines matières, comme les mathématiques, l'anglais, on avait un déficit d'enseignants à l'origine. Quand vous ajoutez à cela la construction de nouvelles salles de classe, de nouveaux lycées et collèges, ça augmente donc ce gap. Donc il était urgent de pouvoir satisfaire à cela, d'où ce recrutement exceptionnel. Mais pour ce qui est donc de l'enseignement primaire, pour le moment, les effectifs qui sont recrutés au niveau du CAFOP permettent, dans le cadre de la planification de la construction des salles de classe, de répondre à cela. Vous devez vous souvenir que quand, à un moment, on a senti qu'il y avait un manque d'enseignants dans le primaire, les effectifs ont été augmentés. On est passé même à 5000 enseignants qui étaient recrutés
au niveau du concours. C'était exceptionnel de monter à ce chiffre-là. Sinon, c'est en général 3000 enseignants qui sont recrutés au cours de ces concours. Mais là, de façon à répondre de façon urgente au déficit d'enseignants dans le primaire, on avait augmenté donc le nombre de recrutements. Donc aujourd'hui, c'est une planification qui est faite. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation estime que dans le cadre de la planification, donc les recrutements qui sont faits au niveau des concours du CAFOP sont suffisants, mais il y avait une urgence à combler le manque d'enseignants au niveau des lycées et collèges. S'il s'avérait qu'il y avait un déficit au niveau du primaire, les mesures correctionnelles à prendre seront prises, comme cela a été le cas une fois où on est passé donc à 5000 enseignants au niveau du CAFOP. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Évinant Sakar, journaliste pour le quotidien Inter. Monsieur le ministre, je voudrais vous poser deux petites questions. La première, c'est que nous sommes à moins de 8 mois de l'élection présidentielle et les principaux partis, notamment le PDCI, le PPACI, insistent pour que se tienne avant le scrutin une révision de la liste électorale. Êtes-vous favorable à cette requête de ces partis-là? Ma seconde question est un fait d'actualité. Les propos d'un membre du gouvernement, notamment le ministre Seredo Célestin, pour ne pas les citer, visaient le président du PDCI RDA. Et ces propos-là ont choqué une partie de l'opinion qui a dénoncé de la xénophobie. Certains ont même appelé à la démission du ministre. Monsieur le porte-parole du gouvernement, condamnez-vous de tels propos, notamment ceux tenus par le ministre Seredo Célestin? Merci. Bien, en ce qui concerne la première question, je n'ai pas d'avis personnel à donner. Quand vous me demandez si je suis favorable à... non, je n'ai pas d'avis personnel à donner. Nous sommes un pays organisé, un pays qui a des institutions. Une des institutions qui est chargée justement d'organiser les élections, c'est la commission électorale indépendante. C'est elle qui conduit justement donc révision de la liste électorale. Ben, c'est à cette institution de se prononcer. Et je pense que le président de cette institution s'est suffisamment prononcé. C'est une commission indépendante, donc ce n'est pas le gouvernement qui va lui dicter ce qu'elle a à faire. Dans cette commission indépendante sont représentés tous les partis politiques. Et si vous avez écouté le président de la commission électorale indépendante, les décisions sont prises de façon collégiale. Au niveau de la commission électorale indépendante, toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Il va donc sans dire que quand la CEI prend une position, qu'elle l'annonce, c'est qu'elle a pris soin de consulter tous les membres, tous les commissaires de la CEI, qui, comme je vous l'ai dit, regroupent non seulement les principaux partis politiques, mais également la société civile. Donc à partir de ce moment, nous n'avons pas d'avis personnel à donner. C'est la CEI qui devra répondre. Et je pense que pour le moment, en tout cas, le président de la commission électorale indépendante a donné une position. Pour ce qui est de votre deuxième question, vous parlez donc de propos qu'un membre du gouvernement aurait tenus et qui aurait choqué l'opinion. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas entendu ces propos, je ne les ai pas vus. Mais ceci étant, je suis dans le pays, on me les a rapportés. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ces propos. Ce que je déplore, c'est que certains discours aujourd'hui résurgissent. Moi, j'ai eu la chance de connaître la Côte d'Ivoire dans les années 90. Quand je vois certaines personnes qui aujourd'hui reprennent du service, comme la dernière sortie d'un ancien ministre de la Justice, qui a été le concepteur de la théorie des Ivoiriens de circonstance. On est en droit de s'inquiéter. Parce que pendant des décennies, il y a eu un discours de division. Pendant des décennies,
on a sémé le germe de la xénophobie dans la tête de certains Ivoiriens. C'est plutôt de cela qu'il faut s'inquiéter. Le président Ouattara, par sa gouvernance, a ramené beaucoup de sérénité dans ce pays. Le président Ouattara, par sa gouvernance, a mis les Ivoiriens ensemble. Le président Ouattara, par sa gouvernance, a créé un nouvel environnement duquel tous ces discours avaient disparu. Si aujourd'hui on a cette résurgence, il faut s'interroger de savoir d'où c'est parti, qui en sont les pères. Et je vous dis que certains d'eux ont recommencé à reprendre du service. Bonjour Monsieur le ministre, Cyprien pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, j'ai 2 questions. La première est à 2 volets et l'autre... Monsieur le ministre, un conflit foncier oppose M. Komé Bakari qui revendique certaines relations influentes à plusieurs citoyens ivoiriens en affirmant avoir illégalement dépossédé de leur terrain, pourtant acquis dans les règles selon eux. Est-ce que, bon, donc je suis sûr, le gouvernement certainement était informé. Qu'est-ce que le gouvernement envisage vis-à-vis de ce problème? Et est-ce que aussi le gouvernement déjà prévoit des états généraux du foncier en Côte d'Ivoire? Ma seconde question, Monsieur le ministre, le code de rémunération et les avancements des salaires des agents de la RTI qui devaient être appliqués depuis le 1er janvier 2025 n'est pas encore fait. Face à cette situation, les agents prévoient déjà une assemblée générale extraordinaire demain jeudi. Êtes-vous informé de la situation, d'autant plus que le nouveau directeur général de la RTI est l'un de vos collaborateurs proches? Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Pour votre première question relative donc au conflit foncier, je vais dire que les problèmes des conflits fonciers ne sont hélas pas nouveaux dans notre pays. Ceci étant, depuis la cession donc, du président Ouattara à la tête du pays, beaucoup d'efforts ont été faits pour assainir le milieu du foncier. Beaucoup d'efforts ont été faits pour sécuriser les biens des Ivoiriens. Et la dernière réforme qui a été adoptée en ce qui concerne donc l'ADU, l'attestation de droit d'usage, vient justement pour apporter une réponse à un des problèmes majeurs du foncier et qui est à la base de tous les conflits que nous connaissons, c'est celui de la vente donc des terrains à de multiples acquéreurs. Aujourd'hui, avec l'ADU, il sera, sinon il est, et je peux l'affirmer, impossible de vendre un terrain à plusieurs personnes. Donc ça vient régler un problème. Et j'ai eu l'occasion d'évoquer donc cette question ici au cours d'un conseil en disant qu'à partir de maintenant, depuis la mise en œuvre de l'ADU, on ne peut plus entendre que plusieurs personnes ont acheté un même terrain. À partir de ce moment, plusieurs personnes ne pourront pas avoir de titre de propriété sur un même terrain. Ceci étant, il y a eu beaucoup de problèmes avant l'adoption de l'ADU. La question de la terre est une question importante parce que le président Ouattara a réussi, je dirais, à changer la perception donc des Ivoiriens sur les questions de propriété immobilière. Depuis 2010, alors qu'il n'était même pas encore au pouvoir, il a été le premier à poser la problématique de la propriété immobilière, en promettant donc de permettre à chaque Ivoirien d'avoir un toit. Et petit à petit, il a changé nos mentalités. Aujourd'hui, le rêve de tout jeune Ivoirien qui commence à travailler, c'est d'avoir une maison. Dès qu'il a la possibilité d'épargner, le premier projet, c'est avoir une maison. Donc il y a eu un vrai changement de mentalité. Et effectivement, cela exerce une pression sur les questions, donc, je dirais, de foncier. C'est un projet de vie. Donc nous comprenons bien toute l'émotion qui entoure ces problématiques. C'est un projet de vie aujourd'hui. Avoir un toit, une maison où habiter,
mettre à l'abri sa famille, la sécuriser, c'est un projet de vie. Quand vous avez épargné et mis toute votre économie dans ce projet de vie et qu'au bout, vous vous trouvez dans des imbroglios administrativo-juridiques, on peut comprendre le drame des personnes qui les vivent. Mais en même temps, on entend beaucoup de réactions. Beaucoup de gens sont mis au banc des accusés. Mais on est entre nous, Ivoiriens. Personne ne peut acheter un terrain s'il n'y a pas un propriétaire qui lui a vendu. Personne. Et dans l'impossibilité de moraliser les vendeurs, dont certains sont véreux, et peuvent aller vendre la même parcelle à plusieurs personnes, le ministère de la Construction a créé cet ADU-là. Il faut pouvoir vider les contentieux. J'avais dit ici, la première fois que la question m'a été posée, que au fur et à mesure, avec le temps, ces contentieux vont être vidés et petit à petit, on va en arriver à un foncier sécurisé. On va en arriver à la fin de tous ces conflits fonciers. Mais pour le moment, c'est vrai, il y a des contentieux, il faut faire confiance à la justice, il y a des procédures, ça peut paraître long, mais vous avez vu qu'au cours de ce conseil, même l'État a décidé de sécuriser ses biens fonciers. Et le document aujourd'hui qui permet de sécuriser son bien foncier, c'est l'ACD. Donc il faut que tous les gens aillent vers l'ACD dès qu'ils ont leur ADU, c'est ce qui va les sécuriser. Mais dans l'ancienne période où ce document n'existait pas, il y a pu avoir donc de multiples, ventes de terrain. C'est des conflits qui vont se régler. Administrativement, ce qui peut être fait, le fera. Donc le ministère de la Construction s'en saisira. Mais dans d'autres cas, c'est la justice qui va trancher. Ça a demandé de la patience parce que le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Je comprends. C'est très démoralisant, surtout quand c'est toute votre économie que vous avez mis et que vous vous retrouvez maintenant à entrer encore dans des procédures judiciaires. Pour ce qui est du ministère, nous avons vu le communiqué qu'il a produit. Dans un souci de transparence, le ministère a décidé de mener des enquêtes internes. S'il savait que certains de ses agents sont impliqués dans des démarches, véreuses, ils en tireront toutes les conséquences. Ce que je peux ajouter, c'est que depuis notre indépendance, aucun régime ne s'est doté d'autant d'institutions et d'organes d'autocontrôle. Aucun. Aucun n'a opérationnalisé, parce que parfois ces organes existaient, mais n'étaient pas opérationnels. Aucun régime n'a opérationnalisé et créé autant d'organes d'autocontrôle. Dans notre pays aujourd'hui, vous avez l'inspection générale des finances qui existait mais qui n'était pas opérationnelle. Dans notre pays aujourd'hui, vous avez l'inspection générale d'État qui existait mais qui n'était pas opérationnelle et qui aujourd'hui fait des audits réguliers. Nous voyons les rapports de l'inspection générale d'État. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons la Cour des comptes. Dans notre pays aujourd'hui, nous avons la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Tout récemment, on a changé la dénomination de l'ancienne Autorité de régulation des marchés publics pour créer donc l'Autorité de régulation de la commande publique. Autocontrôle, puisque tout le monde se plaignait donc des marchés publics. Au-delà, nous avons le ministère du patrimoine de l'État, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, qui régulièrement fait des audits à travers la Direction générale du patrimoine de l'État. Aucun régime ne s'est doté d'autant d'institutions et d'organes d'autocontrôle. C'est dit donc qu'il y a un véritable souci d'aller vers la bonne gouvernance.
Mais quels que soient ces organes qu'on aura mis en place, mais ceux qui animent les différents services-là, c'est des Ivoiriens, ce n'est pas des extraterrestres. Il faut un changement de mentalité aussi à notre niveau. Et ce travail est en train de se faire. Vous vous souvenez, aujourd'hui, tout le monde cite la police en exemple. Il y a quelque temps, c'était que les policiers qui étaient mis au banc des accusés. Mais il y a un travail qui a été fait. Souvenez-vous, en 2012, quand les numéros de l'inspection générale de la police ont été rendus publics pour que les citoyens, dans le cadre du contrôle citoyen, dénoncent tous les actes donc, pas réguliers que des policiers pouvaient poser. Petit à petit, la police est devenue un modèle, elle est devenue exemplaire. Donc nous aussi, citoyens, avons notre part de responsabilité.